Pour en savoir plus, je suis rejointe depuis Tel Aviv par Eylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Eylon, bonjour à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Tout d'abord, comment vous êtes-vous senti lorsque l'annonce de la première phase de l'accord a été faite hier soir, émotionnellement? Écoutez, aujourd'hui est un jour de soulagement immense en Israël. J'étais sur la place des otages il y a quelques heures et les Israéliens semblent heureux pour la première fois en 2 ans. On a vraiment l'impression qu'un énorme poids a été enlevé de notre poitrine. Ce n'est pas fini. La guerre n'est pas terminée. Les otages ne sont pas rentrés chez eux et nous ne pourrons pas vraiment pousser un soupir de soulagement tant qu'ils ne seront pas de retour à la maison. Mais toute la société israélienne a été rongée par l'inquiétude quant au sort des otages, s'inquiétant à chaque fois que nous voyons des vidéos provenant de leur captivité montrant à quel point ils sont amaigris, à quel point ils souffrent. Les Israéliens espèrent vraiment que ce cauchemar, déclenché par la guerre lancée par le Hamas il y a 2 ans, prenne enfin fin. Eylon, notre journaliste Yotam Confineux, était aussi récemment sur la place des otages. Et j'ai remarqué quelque chose sur les images que nous recevons de la place des otages et derrière Yotam. Il y a beaucoup de personnes avec des banderoles sur Donald Trump et qui remercient Donald Trump pour ce qui s'est passé. Et il y a aussi des personnes déguisées en Donald Trump. Est-ce que c'est lui que les gens pensent avoir permis la conclusion de cet accord? Est-ce que c'est lui que les Israéliens pensent avoir fait la différence? Oui, cet accord visant à mettre fin à la guerre a été organisé par Donald Trump et les dirigeants américains. Ils ont rendu l'impossible possible. Israël a subi d'énormes pressions internationales tout au long de cette guerre pour payer une rançon pour les otages, ce qui laisserait le Hamas au pouvoir. Les accords antérieurs ont permis la libération de certains otages et offert au Hamas un moyen d'échange pour survivre à la guerre. C'est horrible. Le président Trump a proposé ici un plan qui exigeait que tous les otages soient libérés maintenant, immédiatement, en une seule fois, puis nous négocierions les conditions pour mettre fin à la guerre que le Hamas a déclenchée. Cela ne serait pas arrivé si les États-Unis n'avaient donc pas commencé à faire pression sur les États parrains du Hamas, comme le Qatar et la Turquie, pour les amener à faire venir le Hamas à la table des négociations. Les États-Unis ont mené l'isolement international du Hamas, qui se retrouve désormais sans aucun soutien, souhaitant qu'il poursuive le combat. Et il y a de l'espoir en Israël que le président Trump veuille vraiment mettre fin aux guerres. Il veut apporter la paix. Et je pense que le plan de Trump a vraiment compris cela. Le premier point du plan de Trump concerne la radicalisation. Il comprend que si cette guerre se termine sans mettre fin à l'extrémisme à Gaza, l'idéologie djihadiste qui a poussé des gens à célébrer le 7 octobre entraînera un nouveau cycle de conflits. Il semble que ce soit le premier président américain à réellement comprendre le conflit et à pouvoir réunir les acteurs pour obtenir des résultats décisifs. Donc, hier, Eylon, j'ai parlé à Ruby Shen, le père d'un otage qui se trouve sur la place des otages. Il m'a dit que Netanyahou n'a pas fait assez pour les familles des otages. En fait, il a même félicité Donald Trump pour son soutien. Pourquoi les familles des otages se sentent-elles aussi isolées par le gouvernement israélien? Il y a un débat très houleux en Israël sur le prix que le gouvernement devrait payer pour récupérer les otages. Auparavant, le Hamas exigeait un retrait total d'Israël de la bande de Gaza pour libérer les otages. Il exigeait le droit d'importer du béton afin de reconstruire ces tunnels. Et vous savez, le gouvernement israélien avait deux tâches. Il doit ramener les otages et il doit s'assurer que le Hamas ne puisse pas prendre d'autres otages à l'avenir. Donc, beaucoup d'Israéliens voulaient conclure n'importe quel accord. Ramenons simplement les otages maintenant. Et nous nous occuperons de vaincre le Hamas plus tard. Le gouvernement israélien a adopté une approche différente en disant « Nous ne pouvons pas ramener les otages et combattre le Hamas plus tard. Nous avons besoin d'un seul accord qui ramène les otages et vainque le Hamas. » Et je pense que le plan du président Trump, qui dit d'abord la libération des otages, puis un retrait lié à la démilitarisation de Gaza, atteint ses objectifs. Donc, Eylon, nous avons en fait mentionné que les précédents accords de cessez-le-feu se sont effondrés. Pourquoi Israël a-t-il accepté cette nouvelle proposition américaine? Vous avez parlé des otages, c'est le premier point.
Mais pensez-vous que c'est après l'attaque d'Israël contre Doha, qui n'a pas réussi à éliminer les principaux négociateurs du Hamas, ou à cause de l'isolement croissant auquel Israël faisait face sur la scène internationale, qu'il n'avait en réalité pas le choix, puisque les États-Unis ont toujours soutenu Israël et que Donald Trump a commencé à mettre une pression immense sur Netanyahou pour parvenir à un accord? C'est tout le contraire. Je pense que c'est le Hamas qui n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet accord. Après que le Hamas a déclenché la guerre, Israël a déclaré vouloir la libération des otages et le désarmement du Hamas pour arrêter immédiatement la guerre. Cet accord permet à Israël d'obtenir 90% de ses objectifs. Le Hamas voulait garder les otages comme monnaie d'échange pour survivre à la guerre qu'il a déclenchée. Et cet accord est fondamentalement différent des plans qui ont échoué auparavant. La dernière fois que nous avons libéré des otages, c'était un accord par étapes qui permettait au Hamas de garder d'autres otages, de conserver les corps, afin de garantir un retrait total d'Israël. C'était totalement différent. Le président Trump a dit au Hamas, vous devez d'abord libérer tous les otages, puis nous allons négocier les conditions de votre désarmement et de la démilitarisation de Gaza. Donc, le Hamas se retrouve maintenant avec même les pays qui l'ont soutenu tout au long de cette guerre, comme le Qatar et la Turquie, qui viennent à la table et font pression en disant « Les gars, c'est fini. La guerre que vous avez commencée doit prendre fin. » Eh bien, Elon, je pense que beaucoup de gens diraient qu'après l'attaque d'Israël contre Doha, qui n'a pas réussi à éliminer les principaux négociateurs du Hamas, Donald Trump est vraiment intervenu et a essayé de reprendre le contrôle de la situation au Moyen-Orient. Je voudrais juste passer à une dernière question, si vous permettez. La principale diplomate de l'Union européenne, Kaja Kallas, déclare « Nous sommes prêts à discuter de ce que nous pouvons apporter à la police au plan de paix. » Cela survient alors que tous les dirigeants internationaux sont réunis à Paris. Et nous voyons que cela se produit pour discuter de leur implication, je suppose, dans cette proposition et la reconstruction de Gaza. Israël accueille-t-il favorablement cette offre d'aide des pays européens et d'autres nations? La chose la plus utile que l'Union européenne puisse faire pour promouvoir la paix est de retirer son financement à l'UNRWA. Vous ne pouvez pas avoir une reconstruction permanente dans la bande de Gaza si vous dites à la plupart de ses habitants que leur présence là-bas n'est que temporaire parce qu'ils ont le droit d'immigrer et de vivre en Israël. Si Gaza est leur foyer et qu'ils doivent y vivre mieux, il faut cesser de les qualifier de réfugiés ayant droit de vivre ailleurs. Ils doivent investir dans Gaza comme des foyers permanents de paix et de prospérité et non comme une rampe de lancement pour de nouvelles attaques contre Israël jusqu'à ce qu'ils puissent la conquérir du fleuve à la mer. Donc la chose la plus utile que l'Union européenne puisse faire est d'encourager les Gazaouis à se soucier davantage de construire une nouvelle Gaza, comme leur foyer plutôt que de détruire Israël. Mais sinon, ils vont simplement injecter de l'argent dans la reconstruction que d'autres personnes à Gaza vont considérer comme une base temporaire pour la conquête éventuelle de l'ensemble d'Israël. Ils doivent construire des foyers permanents et vouloir vivre en paix à côté d'Israël. Elon, j'ai remarqué une chose. Israël n'a pas été invité à ces discussions à Paris. Quelle en était la raison? Eh bien, Israël a complètement rejeté les tentatives du président français de s'immiscer dans ce conflit, ce qui n'a fait qu'encourager et renforcer le Hamas, et a empiré la situation il y a quelques semaines. Au moment même où le Hamas devait être mis sous pression et isolé, certains pays reconnaissaient un État palestinien inexistant, un État qu'ils souhaitent peut-être voir exister, mais qui n'existe certainement pas, et que le Hamas présentait comme l'un des fruits du massacre du 7 octobre, ce qui lui a fait croire qu'il était justifié dans son choix de faire la guerre. Donc je pense que tous les efforts diplomatiques doivent maintenant se concentrer sur la mise en œuvre du plan Trump. Libérons tous les otages, puis obtenons un accord qui démantèle les armes du Hamas, ses missiles et ses tunnels sous les écoles et les hôpitaux de Gaza, qui retire le Hamas du pouvoir et le remplace par une administration civile qui ne cherche pas à faire la guerre contre Israël. C'est ainsi que nous bâtirons la paix à la base. Elon Levy, c'est toujours un plaisir d'avoir vos analyses et vos réflexions dans l'émission. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Oh, nous sommes adultes. Merci, Ilan. Au revoir et merci.